sont un point sur la plateforme et son évolution à venir. On voulait vous communiquer ces informations. Concernant la prévention, ça va être essentiellement vous faire un retour des questions qu'on a eues sur l'audit antibioprophylaxie 2025 et voilà, y répondre devant vous pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Et puis, Béatrice, ma collègue qui s'occupe de la surveillance, vous fera un point sur justement la surveillance semi-automatisée et des éléments de calendrier d'état d'avancement. Donc, on y va. Concernant donc l'emplacement de nos outils et documents, hein, on a encore des questions sur ces sujets. Vous savez qu'on est à cheval sur une plateforme et le site internet du CEPIAS. Donc, le site internet du CEPIAS, c'est là où vous trouverez l'ensemble des données, hein, que ce soit pour la prévention et la surveillance. En prévention, ce sont tous les documents relatifs aux outils d'évaluation et au support de promotion des bonnes pratiques, ainsi que les applications informatiques qui ont jusqu'à présent été sous format Excel. Donc vous accédez d'ailleurs à toutes ces données, hein, que ce soit surveillance ou prévention, via l'onglet SpeakMe qui est en haut à droite. Donc pour la prévention, j'en ai parlé, tout se situe ici, et pour l'audit antibioprophylaxie qui est en cours actuellement pour l'audit, toutes les infos sont à ce niveau-là. Concernant la surveillance, il s'agit de l'ensemble des documents nécessaires, comme le protocole et les résultats sous forme de rapport et tableau de bord, donc qui figurent ici au niveau du paragraphe surveillance. Vous avez également possibilité de retrouver tous nos webinaires, que ce soit en termes de calendrier ou de diaporama et replay, et les éléments de la journée nationale, ainsi que l'inscription au programme qui se situe ici. Alors, ce qu'il y a de particulier, pardon, décidément, ce qu'il y a de particulier à la surveillance, c'est que donc l'outil, l'application informatique figure sur donc une plateforme spécifique qui est ouverte donc depuis le début du programme et qui vous donne donc un accès permanent aux rapports et fichiers des données euh, qui vous appartiennent. Et vous savez que c'est ouvert en plus une fois par an pour l'importation des données de surveillance concernant l'année précédente. Alors, sur cette plateforme, vous pouvez aussi vous inscrire au programme comme sur le site internet du CPIAS Île-de-France. Alors, je fais un petit rappel justement pour l'audit antibioprophylaxie. Jusqu'à présent, sur la plateforme, n'était obligatoire que l'inscription pour la surveillance. Comme cet audit va figurer aussi sur la plateforme, c'est le premier outil de prévention qui va y figurer. On vous a déjà informé qu'il fallait s'inscrire sur la plateforme pour participer à cet audit, puisqu'il y aura une saisie en ligne des données sur cette plateforme. Donc, si les établissements sont déjà inscrits pour la surveillance, ce n'est pas nécessaire de recommencer, hein, c'est valable à la fois pour la surveillance et la prévention. Par contre, donc, ça va être nécessaire dans les temps qui viennent, donc vous pouvez le faire dès maintenant. Et pour rappel, il s'agit de deux étapes principales. Donc, l'inscription de l'établissement et du référent grâce à ce petit formulaire qui figure donc sur le site du CEPIAS et sur la plateforme, et la charte à remplir et à nous renvoyer à l'adresse habituelle. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'informations sur SpeakMe, vous pouvez utiliser aussi cette adresse. Alors, concernant l'évolution à venir de la e-plateforme, donc cette plateforme, que je vous le disais, elle existe depuis 2020 et jusqu'à présent, elle a été utilisée pour toutes les importations de données concernant la surveillance. Euh, et donc, les rapports et les fichiers donc, sont disponibles, hein. Vous pouvez aller toute l'année chercher vos documents quand vous voulez. Ce qui est nouveau, donc, c'est que on a été obligé de reconfigurer une nouvelle plateforme, SpeakMe, qui va permettre d'accueillir non seulement la surveillance, mais aussi la prévention. Elle est en cours de finalisation, là c'est une question de jours ou de semaines. On vous préviendra bien sûr dès qu'elle est prête. Et donc, concernant l'audit antibioprophylaxie 2025, on fera un message spécifique, hein, puisque l'audit est en cours, et vous aurez, dans un premier temps, à saisir la fiche établissement, puis les grilles d'audit. Donc l'inscription, elle sera pas nécessaire, hein. C'est-à-dire que si vous êtes inscrit sur l'ancienne plateforme, on va reprendre ces informations,
elle est transférée sur la nouvelle plateforme, donc il n'y a pas de doublon. Enfin voilà, vous êtes inscrit déjà, c'est bon, il n'y a rien à faire de plus. Par contre, évidemment que les nouveaux établissements, à l'époque où la plateforme sera ouverte, s'inscriront sur cette nouvelle plateforme. Ce dont on voulait vous prévenir également, c'est que quand on va fermer donc, cette ancienne plateforme au moment de la bascule pour l'ouverture de la nouvelle, il y aura un petit moment où vous n'aurez pas forcément accès à vos rapports et fichiers. Donc, on vous propose, avant la fermeture, et on va vous informer d'une date très prochainement, ça serait bien que vous récupériez tout ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire vos rapports et fichiers des années précédentes. Si ce n'est pas déjà fait, hein, peut-être que certains le font au fur et à mesure, mais en tout cas, si voilà, le temps est passé sans que vous ayez pu les récupérer, on vous propose de le faire dès maintenant. Alors, vous serez informé, bien sûr, on ne va pas vous prendre de cours, et bien sûr que tous ces rapports et fichiers vont être transférés sur la nouvelle plateforme et vous y aurez à nouveau accès dès que possible. C'est probable début d'année 2026 au vu de tout ce qu'il y a à faire pour ces changements et cette évolution. En tout cas, donc voilà, vous êtes informés par rapport à ça et le reformulera dans les mails envoyés à tout le monde puisque tout le monde ne participe pas au webinaire. Voilà. Alors, est-ce que sur cette partie-là, qui est quand même importante, hein, c'est un changement important, mais que voilà, on gère et on vous informe, est-ce que vous auriez des questions? Non, Ouais. Delphine, c'est très clair, il n'y a pas de question. Ok. Alors, on enchaîne avec des éléments sur l'audit antidoprophylaxie 2025. Donc, vous savez qu'on s'est vu régulièrement hein, depuis mai, enfin, on en avait parlé même avant, fin 2024, mais on a commencé à en parler plus précisément en mai. Et voilà, chaque mois, on a pu vous faire un point d'avancement sur la mise à disposition des outils. Donc là, on est 18 novembre et le prochain webinaire, et c'est le dernier de l'année, sera le 16 décembre prochain. Je voulais rappeler que ce qui est attendu, ce qui est proposé, parce que c'est une démarche volontaire, c'est le recueil donc, des données jusqu'à la fin de l'année. Et la saisie informatique, quant à elle, sera possible dans un délai supplémentaire, voilà, pour l'instant fixé à un mois de plus, jusqu'à fin janvier 2026. Donc, on a eu, bien sûr, c'est normal en temps d'accompagnement d'un audit national, des questions qui nous arrivent sur speakme.contact@php.fr. Et donc, on voulait un petit peu vous faire un retour sur ces questions, parce que vous vous posez peut-être les mêmes questions sans oser demander. Voilà des éléments qui vont être utiles pour ceux qui se mettent à faire cet audit dans cette période. On a eu pas mal de questions sur les codes CCAM. Donc, comme les DIM sont sollicités actuellement par les pilotes de l'audit pour récupérer des dossiers à évaluer, euh, il nous a été demandé si on pouvait mettre à disposition les codes CCAM correspondant aux actes situés dans les recommandations de l'ASFAR. Donc nous n'avons pas accès à ces codes. Et c'est vrai que l'ASFAR avait souhaité à un moment donné les faire figurer dans le référentiel, mais ça a représenté une charge de travail très importante. Disons qu'il aurait fallu que ça soit fait en amont, mais a posteriori, c'était compliqué de tout recoder. Donc on n'a pas à disposition les codes CCM correspondants. Donc c'est normal que l'IDIM nous pose cette question. Mais néanmoins, il y a quand même deux options possibles. Donc, on vous précise ça pour que vous ne soyez pas désemparés. Voilà, donc on peut entrer dans la démarche sans code CCAM. Pour cela, il faut choisir donc une période dans le passé récent, la transmettre au DIM pour qu'il vous récupère tous les dossiers correspondant à cette période. Et comme vous savez, on a fourni une liste des actes inclus et exclus associés à cet audit antibioprophylaxie. Il faudra comparer cette liste, les actes de cette liste de dossiers avec ceux qui sont exclus pour vérifier voilà, que il n'y en a pas qui seraient justement à éliminer, à rejeter. Donc il y a ce travail-là avant de pouvoir évaluer les dossiers. Et la deuxième option, c'est avec code CCAM.
Donc là, ça suppose de choisir dans un premier temps les actes dans la liste qui est fournie. Donc là, on est sûr qu'ils sont inclus puisque on part de cette liste-là. Ça suppose d'identifier les codes CCAM de façon locale. Alors c'est vrai que ceux qui connaissent le mieux ce codage, c'est plutôt les chirurgiens puisqu'ils le font au quotidien sur les actes, puisque c'est une question de codage financier des actes. Les médecins anesthésistes réanimateurs sont sans doute bien au courant aussi de tous ces codages. Et donc ensuite, ils pourront transmettre, il pourra être transmis au DIM à ce moment-là les codes CCAM des actes choisis pour qu'ils vous fassent la liste des dossiers à évaluer. Donc ça, on a préféré le repréciser aujourd'hui parce qu'on a eu voilà, un certain nombre de questions sur la faisabilité d'utiliser les codes CCAM. Et vous voyez, bon, même cette version sans code CCAM a été testée dans au moins un établissement et il n'y avait pas eu de souci particulier pour le mettre en œuvre. Alors, je vous ai parlé de la liste des spécialités et actes, donc peut-être que certains n'avaient pas encore vu, mais ce document donc a été mis en ligne au mois d'octobre. Donc, il reprend bon, le principe du document, bien sûr. Euh, il fait référence à la grille d'audit, où il est demandé l'intitulé de l'acte, ainsi que la spécialité correspondante et le codage pour saisir les données SPICMI. Donc, vous avez ça et vous avez des explications sur les exclusions et quelques éléments de compréhension du document. Euh, il y a une liste de toutes les spécialités concernées avec l'endroit où elles sont dans le document, les nombres d'actes qui sont évaluables et quelques éléments qui sont normalement à recueillir en fonction justement de ces spécialités et des définitions concernant les voies d'abord puisqu'elles sont citées très régulièrement dans le référentiel. Et enfin, un exemple pour la spécialité, par exemple, de neurochirurgie. Donc, vous avez pour chaque liste d'actes décrite dans le référentiel un code associé. Et il est précisé pour certains actes en particulier s'ils sont exclus, ce qui fait que du coup, il n'y a pas de code dans ce cas-là, hein. Et on a indiqué également l'indication d'antibioprophylaxie aux différentes étapes, que ce soit au niveau administration initiale, péropératoire ou post-opératoire. Ça peut vous aider un petit peu, soit à sélectionner des actes, soit à voir où vous en êtes par rapport à l'évaluation. On nous a posé des questions aussi sur le nombre nombre de dossiers à évaluer. On avait fait figurer dans nos documents 5 à 10 dossiers par spécialité. Donc, je reprécise là qu'il s'agit d'une consigne donnée donc à titre indicatif. Et c'est dans le cadre, et c'est applicable dans le cadre d'un état des lieux, puisqu'on vous a proposé d'aller regarder un petit peu des dossiers dans les différentes spécialités de votre établissement. Et donc, au final, l'intérêt, c'est que ça permettra de disposer d'un nombre suffisant de dossiers pour pouvoir faire des calculs de pourcentage dans un rapport dit établissement. Alors, c'est vrai que ça n'exclut pas, pour certains, de faire des analyses sur un nombre limité de spécialités. Par exemple, on peut vouloir cibler sur une spécialité en particulier. Alors, il faudra peut-être analyser un nombre de dossiers un peu plus important, puisque pour faire des calculs, voilà, c'est nécessaire d'en avoir un petit peu plus. Je voulais refaire un point aussi sur les modalités de mise en œuvre. Vous savez que donc la particularité de cet audit, c'est d'évaluer ce qui est pré-opératoire, péropératoire et post-opératoire. Et donc, ça suppose, pour l'analyse des dossiers, de commencer par identifier l'heure de début et de fin de l'acte. Donc, je ne parle pas de l'intervention, hein, je parle bien de l'acte, c'est-à-dire pour un acte chirurgical, à partir de l'incision jusqu'à la fermeture, la suture de la plaie opératoire. Simplement, quelques petites précisions. Donc, une fois que vous avez identifié le début, l'heure de début et l'heure de fin de l'acte, alors vous pouvez procéder de façon différente en termes de chronologie, mais donc en tout cas, il faudra aller voir quelques heures avant ce début de l'acte si vous trouvez une administration initiale. Alors, il faut remonter à quelques heures avant parce qu'il y a des fois des cas où une administration est demandée 2 heures avant. Bon, 1 heure, c'est assez classique vu les délais officiels maintenant qui sont entre 0 et 60 minutes.
Et vous avez aussi, pour certaines molécules, besoin d'aller voir un peu en arrière. Donc, on vous propose de regarder pour ne pas passer à côté d'une administration initiale, de voir dans les quelques heures avant. Vous avez également, dans le cas de la chirurgie colorectale et la chirurgie d'affirmation du genre, besoin de voir s'il y a eu une administration la veille au soir. Donc, il faut bien observer ce qui s'est passé dans la dernière partie de la journée. C'est peut-être pas forcément le soir proprement dit, mais à voir si quelque chose a été administré. Bien sûr que dans l'espace de temps, la durée de l'acte, vous aurez éventuellement des réadministrations péropératoires à identifier. Quant au post-opératoire, c'est le post-opératoire immédiat, donc il concerne le jour de l'intervention et les jours suivants. Et on vous a proposé de vous placer jusqu'à 15 jours après l'intervention, de façon à identifier non seulement des prolongements d'antibioprophylaxie, mais aussi potentiellement des antibiothérapies qui seraient mises en œuvre, mises en place après l'intervention. Donc voilà un petit rappel de la méthodologie précise d'analyse des dossiers. Après, je vais vous faire des petits points précis sur des questions particulières. Alors, on a eu des questions sur l'ophtalmologie, puisque c'est un cas assez particulier, avec déjà des voies d'injection qui sont très spécifiques, hein, la voie intravitréenne et la voie intracamérulaire, qui seront à cocher d'ailleurs soit en injectable, puisque c'est des injections, soit dans autres, ça n'a pas trop d'importance. Là où je voulais en venir, c'est sur le classement de l'administration. Parce qu'en fait, c'est un peu les seuls à être administrés en fin d'intervention. Et il n'y a qu'une dose hein, qui est administrée. Donc en fait, il faut le remplir dans le chapitre administration initiale. On pourrait penser, comme c'est en fin d'intervention, que ce soit du PEROP, mais là, c'est la première administration, elle est unique, donc on la place en administration initiale, même si elle est placée, voilà, contrairement aux autres, pendant l'opération, enfin en fin d'intervention. Et puis, vous voyez, il y a des molécules particulières qui ne sont pas utilisées forcément par ailleurs en cas d'allergie. Une petite précision, alors ça ne va pas entraîner de changement, ne vous inquiétez pas si vous avez utilisé la grille d'audit qui est déjà mise à disposition, ça ne va pas changer grand-chose, mais on préférait quand même vous avertir concernant 3 points. Donc, concernant l'état de la fonction rénale, les données complémentaires à recueillir, notamment le portage de bactéries résistantes et la notion de CEC ou de tout événement qui peut modifier la volémie ou le volume de distribution. Euh, Vous avez en fait 2 cases à cocher. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est s'il y a eu quelque chose à signaler concernant l'insuffisance rénale ou le portage ou la notion de CEC. Donc, c'est le fait de cocher oui qui va nous intéresser dans le cadre de l'exploitation des données recueillies. Parce qu'en fait, si vous constatez des modalités d'antibioprophylaxie qui ne correspondent pas tout à fait aux recommandations, c'est peut-être en lien avec ces éléments, donc une éventuelle insuffisance rénale ou un portage de bactéries résistantes, ou voilà, des événements qui ont modifié la volémie. Donc ça sera plutôt, c'est pas tellement pour décrire si les patients ont ou pas une insuffisance rénale ou s'ils ont ou pas un portage de bactéries, mais c'est vraiment dans le sens de si j'ai des résultats inhabituels, j'aurai les informations pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Par contre, pour toutes les autres situations, on n'a pas besoin de détailler, donc on vous a mis ensemble l'absence d'information, ce qui peut être le cas, hein, pas de traçabilité de cette donnée, ou par exemple, là, une fonction rénale normale, on va mettre tout ça dans la même case, parce que de toute façon, ce n'est pas ce qu'on recherche à analyser. On avait simplement au départ mis pas d'information, mais c'est vrai qu'on nous a signalé que parfois la fonction rénale normale est notée, ou que parfois le prélèvement négatif à la recherche de bactéries résistantes est noté dans le dossier. Pareil pour la notion de CEC. Voilà, donc ça, on voulait vous préciser ça. C'est pas pour compliquer l'affaire, mais pour que vous soyez informés des petits changements. Vous pouvez continuer à utiliser la première grille, ça change pas grand-chose, c'est juste que dans la deuxième case, on a rajouté certaines notions. Alors, comme on parlait de volémie et de CEC, je profitais de l'occasion pour vous
parler des cas particuliers pour certains actes en chirurgie cardiaque. Vous verrez cette notion-là. Alors, on l'a vu lors d'un test avec un Pardon. On l'a vu lors d'un test avec un établissement. Euh, il peut y avoir parfois un doublement de la dose ici qui est lié en fait à une injection particulière en cas de circulation extracorporelle. Alors, si vous cherchez ce que c'est que le priming, donc c'est l'amorçage de la CEC avec des solutés de remplissage. Et visiblement, cet acte-là nécessite d'injecter une dose supplémentaire d'antibiotiques. Et donc, il ne faudra pas être étonné si vous avez des doses qui sont le double de ce qui est fait habituellement. C'est lié donc à cette situation particulière. Voilà, donc c'était toutes les précisions que je voulais apporter au vu des questions qu'on a reçues récemment. On profite de ce webinaire pour vous donner les dates des prochains webinaires SpeakMe, au moins pour le premier semestre de l'année prochaine. On vous précisera le reste dès que possible. Et voilà, on essaye de continuer sur un format mensuel. Il y aura que le mois d'avril où il y a beaucoup de vacances, où là, je pense on aura peut-être 2 mois d'écart entre deux sessions, mais bon, c'est pas très grave. Ça fera à peu près cinq webinaires avant l'été. Et on vous rappelle que dans la mesure du possible, on vous met les replays à disposition sur notre site internet au niveau du chapitre webinaire. Voilà, alors est-ce que par hasard il y aurait des questions, sachant que je peux aussi y répondre par mail hein, sur speakme.contact@aphp.fr. Si on ne peut pas vous répondre aujourd'hui, ça sera fait dans un second temps. Alors non, Delphine, tu as été parfaitement claire puisque personne ne pose de questions. Ok, bah écoutez, ça sera toujours possible après coup. Je vais passer la parole à notre amie Béatrice pour la partie surveillance. Je vais donc départager. Il y a quelqu'un qui veut bien. Oui, alors les rappels des dates de visio. Ah, je les remets à l'écran, c'est ça? Mm. Ouais. Ok, on va vous les envoyer de toute façon. N'ayez crainte, par mail. Oui, alors est-ce que vous pouvez vous poser votre question si vous voulez, Madame Brooke. Ah, pour l'audit PCO, alors c'est plutôt le quick audit. Si le mail ne passe pas, envoyez sur speakme.contact un petit message et je vous enverrai le lien qui vous permettra de le télécharger sur notre espace sécurisé. Alors, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, Oui, poser sa question. Voilà, je vous autorise à réactiver le son. Oui, bonjour. bonjour. Excusez-moi, j'ai pas compris donc la façon dont on doit inscrire l'établissement, faire la fiche d'établissement pour Alors, faire l'audit alors, d'antibioprophylaxie. pour faire l'audit, donc vous aurez à remplir la fiche établissement. Vous l'avez déjà trouvée sur notre site? Eh ben moi, je suis inscrite déjà sur l'ancien site. Donc, est-ce que je Oui. dois faire une nouvelle? Non, si vous êtes inscrite déjà, si vous avez inscrit votre établissement, il n'y a pas de souci. Et Après, pour la surveillance, je l'ai inscrit, pas pour l'audit. d'accord. Alors, il n'y a pas d'inscription à proprement parler sur l'audit antibioprophylaxie, hein. L'inscription que vous avez faite, elle est pour le programme en général et en particulier pour la surveillance. Et ensuite, simplement, vous allez sur le site du CPS Île-de-France. Vous allez trouver, alors je peux peut-être le mettre à l'écran d'ailleurs. Tu Est-ce que peux, ça tu peux, marche? tu peux indiquer comment retrouver. Oui, voilà. Est-ce que là, il faut que je repartage ou Oui, je suis sur oui, le site? oui, il faut que tu partages, on va pas Je repartage, ok. faire. Alors, hop. Est-ce que là, c'est bon? Oui, Oui, On voit le parfait. site du CEPIAS? Ok. Mhm. oui, Donc, si l'établissement est inscrit, il n'y a rien à faire de plus.
Là, vous allez au niveau de la prévention sur l'audit antibioprophylaxie. Donc, vous avez tous les outils associés à cet audit et en particulier, donc la fiche établissement, vous voyez, c'est marqué ici. La grille d'audit, c'est là et on vous demande d'aller sur le module de téléchargement. Donc, l'accès au module de téléchargement, c'est ici. Et donc, pour avoir accès aux grilles, vous mettrez juste le nom, votre nom, l'établissement, fonction mail, et vous pourrez accéder aux documents, au téléchargement des documents. On fait ça justement comme il n'y a pas d'inscription, ça nous permet d'avoir le nom du pilote en général de l'audit et pouvoir vous recontacter si besoin, s'il y a des nouveautés, s'il y a des changements. Voilà, en dehors du fait que vous êtes sans doute déjà inscrit dans notre liste d'interlocuteurs. Est-ce que pour vous c'est bon? Oui, merci. Ok. Oui, c'était bien qu'on puisse reparler de ça de toute façon parce que Il y a quelqu'un d'autre qui a demandé qui ne pouvait pas la participation. C'est bien, c'est bien. Je pense que tu as répondu à sa question. ouais, bah, le fichier électronique, on va vous prévenir. C'est une question de. On est en train de tester. Et ensuite, quand ça sera validé, on pourra vous le mettre à disposition. Il faut qu'on vérifie que ça marche bien. On ne peut pas vous donner quelque chose de pas évalué. Donc, c'est pour bientôt. Il y a une personne qui a posé la question, si on n'a rien commencé pour l'audit ATBP, est-ce qu'il est un peu tard maintenant? Est-ce qu'il y aura une prolongation possible? Alors, je pense qu'il n'est pas du tout tard. Vous pouvez très bien. Alors, il y a la fiche établissement à remplir, à faire en premier. Donc, ça, vous commencez. Si vous commencez maintenant, vous faites ça en premier. Et puis ensuite, on a vu que le plus compliqué, c'est la première grille d'audit à remplir. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose de le tester à blanc, de faire un essai pour bien identifier où sont les données, en fait, parce que ça varie d'un établissement à l'autre et ça peut être plusieurs supports à consulter. Malheureusement, il n'y a pas toujours un support unique, hein. Mais vous avez encore le temps assez largement, hein. Je ne sais pas, ça va dépendre du nombre de dossiers que vous voulez évaluer au total, mais le premier est un peu long à remplir parce qu'il faut s'habituer à la grille et bien chercher, savoir où on cherche les infos. Mais après, ça enchaîne assez rapidement. Vous pouvez, sur quelques heures, en remplir plusieurs, hein. Donc, on a un interne en pharmacie qui a testé ça il y a quelques temps. Alors évidemment, lui, il avait un peu de temps pour le faire, mais d'ailleurs, vous pouvez vous faire aider de profils comme celui-ci. Mais donc, il a rempli il a rempli jusqu'à 60, il a évalué 60 dossiers alors je ne vais pas demander le nombre d'heures, mais je pense il a fait ça sur 3 jours en n'y passant pas toute la journée, quoi. Il a passé quelques heures et donc, bon. Ça prend environ, une fois que c'est rodé, ça prend environ 10 minutes par dossier. Alors, bonjour, petite question concernant l'administration la veille au soir. Si une administration est faite la veille au soir, mais que l'acte n'est pas concerné par une ATBP la veille, doit-elle être inscrite dans la partie administrative initiale ou veille au soir? Alors, pour la veille au soir, on en avait discuté avec le groupe de travail. Il n'était pas souhaité qu'on aille chercher s'il y avait des choses comme ça qui étaient faites. En fait, on ne regarde la veille au soir que quand c'est indiqué. Mais je ne sais pas, après, si vous êtes tombé sur quelque chose comme ça, c'est sans doute particulier. Normalement, l'administration initiale, c'est celle qui est faite juste avant l'intervention. Ça, c'est pas. Ou alors, enfin, il faudra peut-être me donner plus d'infos par mail, hein, si vous pouvez. Parce que c'est un petit peu dur comme ça de répondre. Dites-moi ce que vous avez constaté. Mais enfin, en tout cas, je vous redis le principe. Théoriquement, on ne vous a pas demandé d'aller voir la veille au soir dans les chirurgies non concernées pour vous éviter un travail fastidieux, quoi. Donc, c'est juste vérifier que ce qui est attendu est fait. Mais s'il y a des cas particuliers, vous pouvez m'en parler, voilà, par mail et puis je verrai avec vous plus précisément. Alors, il y a une remarque de Clément Dunet. Une fois que vous avez le fonctionnement, une grille prend 3 à 4 minutes pour être remplie. Voilà, bon, ça vous donne une idée d'un retour utilisateur. Après, tout dépend comment est faite l'antibioprophylaxie. S'il y a du opératoire et du post-opératoire, ça va forcément être un peu plus long
à recueillir que simplement du pré-op. Bon, dans une majorité de cas, c'est surtout pré-op et per-op. Le post-op, c'est vraiment très peu de cas. Mais on vous demande quand même d'aller voir en post-op s'il y a eu quelque chose de fait, hein, au-delà de ce qui est attendu, parce que c'est là où il y a justement des choses à revoir probablement. Hein, je vous avais déjà fait écho à une étude euh, liée à l'ENP, hein, dans l'enquête nationale de prévalence. Il y a à peu près 33% d'administration post-opératoire à une antibioprophylaxie, alors qu'il y a très très peu de cas en théorie concernés. Donc il faut aller voir ce qui se passe en post-op. Plus de questions, Delphine. Ok, bah, je vous remercie. C'était important qu'on puisse préciser tous ces points. Je laisse la parole. Alors, je vais arrêter le partage. Et donc, maintenant, Béatrice va vous parler de la surveillance. Alors, moi, je vais vous faire quelques rappels parce que normalement, les établissements qui souhaitent participer à la surveillance, ils doivent être en train de faire une étape. Donc, je vais vous préciser à partir du calendrier que donc, à l'écran. Donc, pour les données 2025, en ce moment, ceux qui ont choisi de suivre les interventions euh, concernant un suivi à santé devraient déjà depuis le 1er septembre en train de demander aux DIM inspection des données concernant les données du PMSI et les comorbidités. Et pour ceux qui ont un suivi à 15 jours qui concerne la chirurgie cardiaque, la chirurgie orthopédique et le sein, la chirurgie mammaire avec un plan et une hernie. Euh, la demande devrait se faire depuis le 1er novembre. Donc, en fait, ils sont normalement là, à ce moment, par période d'extraction de données. Vous devez faire la demande utile de l'extraction de données du PMSI et de son. Donc, cette période d'extraction devrait se faire dans le temps, vous avez déjà le données, vous allez pouvoir rechercher une vidéo à partir de la technique méthodologique. Donc, si je vous ai résumé ce qu'il faut faire, les nouveaux établissements qui ne l'ont pas encore fait et qui souhaitent participer à la surveillance, il faut s'inscrire en envoyant une charte à suivre il y a l'inscription. Donc, vous inscrivez comme vous l'avez présenté tout à l'heure. Mon billet, on est en ce moment dans la période d'extraction des données 2025. Pour les établissements qui ont choisi le type d'intervention qu'ils aimeraient suivre, ils doivent déjà être en train de demander au DIM l'extraction des données du PMSI et l'extraction des comorbidités. Comme on l'avait précisé, les comorbidités, on peut les avoir aussi par via les DIM. Donc, normalement, vous devrez être en train de faire cette demande et après l'extraction, faire récupérer pour faire, j'ai dit tout le temps, pour les nouveaux établissements alors. Pour l'inscription, si vous voulez participer à la surveillance, il faut envoyer, si vous voulez participer au programme, il faut envoyer la charte pour la première inscription. Ceux qui ont déjà envoyé la charte, il n'y a pas besoin. Il faut avoir informé le patient à partir de la fiche GDB que vous trouvez sur le site du CPF. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut contacter son DIM pour lui demander l'inspection des données du PMSI et des comorbidités. Et pour cela, il faudrait lui fournir la fiche standard dont on vous a parlé l'autre fois, qui résume qu'on a besoin comme données, parce que étant donné que le protocole est lourd, euh, difficile à digérer pour un médecin DIM, alors en attendant la requête standard qu'on vous a fournie, nous avons constitué une fiche standard
qui résume tout ce que le DIN devrait faire et tout ce que vous devrez faire après avoir reçu le fichier des données extraites par le DIN. Donc, cette fiche standard, vous devez la fournir au DIN. Vous devez fournir également le payload et le fichier type qui a les entêtes des variables qu'on attend. Et tous ces documents, on les retrouve aussi sur le site du CPA, que Delphine vous a montré tout à l'heure. Donc, quand vous allez sur la Tu mission, as, excuse-moi, non, mais vous Oui, m'entendez mieux? oui, oui, c'est très bien. Ok, je vais parler un peu plus fort. Donc, je disais que tous les documents dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous les retrouvez sur le site du CPIA en ayant cliqué sur mission Speak.me. Et vous aurez tout ce qui concerne la surveillance. Donc, la fiche standard, là, elle est là. Vous avez deux types de fiches standards. Vous avez celle concernant la surveillance Windows. Si vous avez choisi de faire la surveillance Windows, la sélection, comme je disais, uniquement le patient vidéo, comme on avait dit plus haut. Et si vous avez choisi de faire la surveillance patient, c'est présent comme ça. Où tout est décrit et tout est résumé pour le DIM, ce qu'on attend comme données, ce qu'on attend comme variable, le descriptif des variables et comment il devrait pouvoir constituer sa requête pour ceux qui l'ont pas encore fait, le DIM. Et pour les nouveaux, même pour ceux qui l'ont déjà fait, ça permettra de voir ce qu'il y a comme nouveauté. Donc, il se semble, même si vous étiez déjà en contact avec le DIN, vous avez déjà fourni les documents nécessaires, il faudrait quand même lui fournir aussi des fiches qui pourra bien lui éclairer tout ce qu'il y a à faire. Alors, après avoir eu le fichier, après les données du PMSC et comment audité par les DIM, vous allez pouvoir récolter tout ce qui est données complémentaires concernant pour le PMSC, pouvoir compléter votre fichier Excel et rechercher les ISO à partir de l'algorithme qu'on vous propose, que je ne vous présente pas ici, que vous trouvez aussi dans le protocole, et compléter le fichier d'importation. Et après cela, vous pourrez importer le fichier lors de l'ouverture de la plateforme qui se fera en février 2026. L'ouverture de la plateforme pour l'importation de données. Pour l'instant, la plateforme elle est ouverte si vous voulez rechercher vos anciens rapports, vos anciens fichiers de données, ou alors vous inscrire pour participer, ou alors l'inscription pour ceux qui sont déjà inscrits si vous avez besoin de choisir vos spécialités. Si vous avez besoin de modifier les spécialités, il faudra nous envoyer un mail pour la modification des spécialités. Et après avoir importé le fichier, comme on l'a toujours dit, vous pouvez télécharger votre rapport d'établissement qui est généré par la plateforme. Donc, je vais faire aussi quelques rappels sur les évolutions du protocole qu'on a eu en 2025, vous avez vu dans le protocole. Ça, c'est des rappels. Normalement, on en a parlé déjà. Donc, avant, tout ce qui concernait l'été dernier, le délai n'était pas à 90 jours. Donc, on est passé à 90 jours pour tout ce qui concerne les RU ici avec Internet. On a rajouté une nouvelle modalité pour la variable qui concerne le critère diagnostic de l'ISO, parce qu'en fait, on a eu plein d'établissements qui nous ont dit qu'en fait, ils retrouvaient l'ISO, mais il n'y avait pas de signe clinique, pas de reprise, pas de prélèvement microbiologique et pas d'ATB. Et donc, nous avons des signes cliniques. Donc, on a créé une nouvelle catégorie 5, qui porte le nom 5, qui correspond à autre combinaison de critères hors algorithmique. Et pour cette catégorie, pour définir la date d'infection, vous choisirez pour cette catégorie soit la date du premier prélèvement positif, mais comme dans ce cas, il n'y a pas eu de prélèvement positif de fait, il n'y a pas eu de prélèvement de fait, il n'y a pas eu de reprise. Donc, à défaut, ce sera la date de la première évocation de l'infection dans le pays.
pour cette catégorie. Nous avons rajouté une explication concernant les procédures multiples parce qu'on avait plein de questions et puis on avait des questions qui revenaient en disant on a eu plusieurs procédures multiples, comment on fait pour le signifier? Donc, euh, il y a, c'est possible de le signifier pour ceux qui font euh, la surveillance patient-based et dans ce cas, euh, c'est un facteur de risque. Et là, vous pouvez le signifier. Il y a eu procédure multiple. Et on précise qu'il y a procédure multiple dès lors qu'au cours de la même intervention, deux actes des codes césaires faisant partie de la surveillance sont pratiqués et que ces procédures ont lieu dans le même temps opératoire, donc par la même incision humaine. Donc, pour considérer quel est l'acte que vous considérez est enseigné, c'est l'intervention principale à considérer pour l'assurance sera celle qui génère le risque infectieux le plus important. L'autre nouveauté dans le protocole, c'était de nous dire que maintenant, pour faire la surveillance patient-based, il suffit soit de nous renseigner des facteurs de risque hygiène, soit de nous renseigner les comorbidités. Et les comorbidités sont faciles à renseigner parce que quand vous allez demander à votre DIN de vous extraire des données du CMSI, au même moment, vous pourrez lui demander de vous extraire aussi les données concernant les comorbidités. Donc, voilà, en gros, il y a eu comme évolution dans le protocole. Alors, quelques informations. On a eu des demandes concernant le rapport et les tableaux de bord. Concernant les tableaux de bord qui synthétisent l'analyse des données 2024, vous les aurez d'ici la fin du mois en lecture. Et le rapport national, ce sera avant la fin de l'année et en cours de finalisation. Voilà les quelques informations que nous avions à vous présenter pour la surveillance. Et ils sont prêts à répondre à vos questions s'il y en a. Merci Béatrice. Est-ce qu'il y a des questions donc? Alors, pour l'instant, pas de questions. Oui, quelqu'un précise dans le chat pour le point 5, ça va être difficile. Est-ce qu'il y avait des choses à préciser par rapport à ça? Comment ça va être difficile? Tu peux lui donner la possibilité d'échanger, Isabelle? Tu peux ouvrir son micro? C'est l'avant-dernière Oui, question, je l'ai. Noëlla Roudot. Oui, voilà, j'ai Oui, ouvert son bonjour. micro. Oui, bonjour madame. Bonjour, oui, je sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'on a un Très problème de bien. son là. Si, c'est Euh, bon. Mm. c'est bon. Alors, en fait, c'est par rapport aux comorbidités, même si on fait appel au DIM, on a Mhm. toujours un souci quand même pour déjà rien que de remonter sur les dossiers qui sont actuels. Donc, remonter sur les 2 dernières années, on a un risque aussi d'avoir des dossiers qui remontent, alors que nous, on n'a pas envie forcément d'avoir euh, l'intériorité de 2 ans de documents, de dossiers en lien avec l'intervention. Donc, je sais pas. Et est-ce que ça apporte quelque chose quand on fait les comorbidités? Est-ce que ça apporte quelque chose à l'étude en rajoutant les comorbidités? Oui, parce que récemment, on a vu que on pouvait les utiliser à la place du NIS pour regarder les facteurs de risque en plus du NIS. Parce que je vous explique, pour le NIS, on a beaucoup de données manquantes, ce qui nous bloque d'aller plus loin pour l'étude des facteurs de risque des patients. Mhm. Donc,
Et C'est une façon de contourner. On pourra plus tard faire des analyses plus poussées, faire des sports de comorbidité, faire des analyses plus poussées concernant les facteurs de risque. Et sachant que l'extraction peut ne pas être manuelle, parce que tout ce qui concerne le NIS comme données, c'est manuel, et c'est pour ça qu'on a beaucoup beaucoup de euh, données manquantes, et des fois, c'est pas renseigné. Et alors qu'en demandant aux dîmes l'extraction, ce sera plus facile pour lui d'avoir ces informations. C'est pour ça. parce que ma question c'est où est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où on pourrait récupérer les comorbidités? Parce qu'en fait, les comorbidités, c'est souvent les ALDE, les atteintes à longue durée, les infections à longue durée. Peut-être qu'on pourrait, je sais pas, prendre un autre biais, parce que là, nous, nos anesthésistes, ils ne me marquent pas tout, et Mhm. on le retrouve pas forcément non plus dans toutes les cotations qui sont faites par le PMSI. Ouais. Nabil, tu pourrais rajouter quelque chose? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'on a échangé nos Très casques bien, du coup. très bien. Ok, Non, c'est bon, c'est bien. ok, très bien. Donc du coup, c'est peut-être la pièce qui dysfonctionne. Je ne sais pas, il y a quelque chose Il y a quelque qui doit chose dans bugger. mon bureau. Ouais, je crois bien. Alors, pour répondre à vos questions, alors pour l'extraction, effectivement, nous, ce qu'on propose, en fait, ce qu'on a ajouté dans le protocole, c'est vraiment pour essayer de, entre guillemets, faciliter la tâche, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de DIM, en fait, qui ont l'habitude de le faire lorsqu'on les sollicite. En fait, ça ne va pas vous ajouter des dossiers à vous de faire une requête. En fait, l'idée, c'est de, et c'est décrit d'ailleurs dans la fiche patient-based, hein, la fiche que vous a présentée Béatrice. L'idée, c'est d'abord, en fait, c'est en deux étapes chez le DIM. Il y a d'abord une première étape qui consiste à rechercher avec les actes CCAM l'ensemble des patients qui ont été opérés, par exemple, une pose de prothèse de hanche, par exemple. Et ensuite, de faire une recherche rétrospective sur ces patients avec ces IPP sur l'ensemble des séjours précédents. Et c'est là qu'ils vont extraire en fait les codes de diagnostics principaux et diagnostics associés. En gros, moi, c'est pas pour rentrer trop dans le détail, mais en gros, c'est pour vous faire comprendre que ça ne va pas vous rajouter des dossiers, pas du tout. C'est le même nombre de patients. C'est juste qu'il va y avoir une étape supplémentaire auprès du DIM pour récupérer les informations des 2 années précédentes. Pourquoi on dit 2 années précédentes? C'est parce qu'il y a des études qui ont montré que en se contentant du simple séjour index, on ne récupère pas forcément toutes les comorbidités. Pourquoi? Parce que le codage est variable. Ce qui fait que dans un séjour particulier, par exemple, votre patient est diabétique, obèse, diabétique et hypertendu, le DIM va avoir tendance à coder ce qui va avoir un coût sur le séjour et pas forcément toutes les comorbidités. C'est pour ça qu'en récupérant l'antériorité des séjours précédents, en récupérant juste les diagnostics principaux des séjours précédents et secondaires, pardon, on récupère l'information des comorbidités potentielles qu'on aurait manquées dans le séjour index. D'accord? Mm. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique, hein, mais en tout cas, voilà, j'essaie d'expliquer pourquoi voilà, on récupère les 2 années plutôt que juste le séjour. Parce que dans le séjour en question, voilà, il est possible que ne soient notées que Mm. les comorbidités qui ont un impact financier sur le séjour en question. Maintenant, sur l'intérêt d'avoir les comorbidités, comme l'a dit Béatrice, effectivement, ça va avoir un intérêt pour ajuster sur les facteurs de risque. Parce qu'effectivement, le NIS est constitué, comme vous le savez, de plein de paramètres, de plusieurs paramètres, dont des paramètres opératoires liés à l'opération qui sont très complexes à récupérer. Alors, vous allez me dire très complexe, pas forcément, mais en tout cas, en général, si pour quelqu'un, par exemple pour le DIM qui a l'habitude en général d'extraire des informations comme les comorbidités, c'est beaucoup plus simple pour lui d'extraire ces informations-là qui sont structurées, qui sont déjà notées par quelqu'un, par un humain, plutôt que d'aller récupérer des informations qui sont complètement éclatées dans le système d'information. On va avoir la durée opératoire dans le NIS qui est compliqué à obtenir. Ouais, Euh, toujours manquante pour beaucoup. c'est ça. Mm. L'Altmaier qui n'est pas forcément noté, hein, voilà, qui est souvent absent. Donc, et effectivement, il y a des études qui ont montré, notamment une étude qui a été faite au CPIAS Île-de-France avec la collaboration de Jérémy Picard, qui a conduit l'étude pendant son M2, qui a montré effectivement, comme le disait Béatrice, que les comorbidités pouvaient être aussi efficaces que le NIS pour ajuster le risque infectieux.
Mhm. Et de plus, c'est quelque chose aussi, voilà, ça c'est vraiment entre parenthèses, mais quand on échange avec les collègues européens, c'est quelque chose que eux envisagent de mettre en avant, parce pour l'instant, ils ne le font pas. Ils ne collectent pas les comorbidités, on est les seuls à le faire dans le cadre de la surveillance patient-based. Et c'est quelque chose qu'ils vont justement incorporer de plus en plus dans leur surveillance à eux, parce qu'on le voit effectivement, ça a vraiment un impact non négligeable sur le risque infectieux. D'accord. Bon, on va Mais voir ce que ça donne alors, parce que là, nous, c'est notre DIM qui le fait au niveau national pour tous les établissements qui le souhaitent, parce qu'on est un Oui, regroupement de cliniques. oui. Mais bah, on va voir, parce que déjà, il nous sort des fois trois ou quatre dossiers pour des réhospitalisations dans le mois qui suit. Donc, c'est souvent pour les urologies ou pour les cancers qui reviennent Mhm. pour des postes de PAC ou des autres. Donc, renouvellent des interventions, mais c'est à nous de trier pour montrer comme quoi c'est pas Mhm. lié à une infection, mais lié à... Donc, ça nous fait un travail énorme et on passe déjà 3 jours quoi, à faire ça. Je Alors, pense que justement, vous aurez moins de données. Plus on a de données, moins il y a, plus il y a des détails, moins il y a de données. Hein. Le dénominateur, il sera moins important. l'idée, c'est ça, hein, c'est pour ça aussi qu'on a du unit-based et du patient-based. Mm. Euh, on vous sait que faites le quoi? patient-based, ça prend pas mal de temps. Ah bah nous on peut pas faire. On fait du global. D'accord. Vous faites Ouais. Du Ah oui. unit-based. Donc, Ah ouais. dans ce cas, c'est pas obligatoire de recueillir les comorbidités. Euh, Bah ouais. Bah, Là, c'est vous pour me- ça qu'on le fait. c'est C'est précisé en Patient Days. C'est bien quand on a 100 interventions, mais quand on a 800 interventions, on va pas s'amuser à à vérifier si tous les dossiers sont corrects. Alors, c'est pour ça que je vous disais, hein, vraiment, ce point 5, donc effectivement, comme le disait Béatrice, ça concerne le patient-based, hein, ça ne concerne pas l'unit-based. Oui, mais sauf qu'on Et, aimerait bien y mener, sauf qu'on n'arrivera pas en fait. Il y a et, très peu et cette d'établissements étape, qui peuvent le faire. si on précise le 5, c'est vraiment parce que On sait qu'il y a passer des par le dîmes qui DIM, ça simplifie vraiment la tâche. Vous on n'avez sait pas qu'il y a besoin de creuser. ouais, les dîmes ont Le, l'habitude de le faire, ouais. donc c'est pour ça en fait qu'on a rajouté ça et c'est pas un travail Alors, supplémentaire pour vous. En fait. pas tous. Je sais que c'est pas le cas de tous les teams. Oui. En fait, Mais c'est vraiment ceux qui ont l'habitude d'avoir des requêtes, justement. C'est essentiellement dans les CHU, effectivement, qu'on va avoir des teams qui sont formés à ça. De plus en plus, je sais, dans les recueils dans les regroupements de cliniques, je ne sais pas si c'est Elsan ou vous êtes chez Elsan ou si vous Si, êtes c'est chez le SAN, Ramsay. oui. Mm, Elsan, SAN. je sais que je crois que vous êtes enfin, Elsan est dans une démarche de constitution d'entrepôt. Mm. euh, pour l'instant, c'est en train de se développer. Donc, il y a un gros travail qui est fait actuellement là-dessus. Moi, j'ai travaillé avec Elsan il fut un temps, donc je sais que c'est une démarche qui était déjà amorcée depuis plus d'un an. Je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas, ils ont une équipe qui était déjà bien constituée il y a un an et qui travaille vraiment là-dessus. Mais je sais qu'en fait, ça va aussi dépendre beaucoup de la clinique à laquelle vous appartenez, parce qu'en fait, il y a vraiment une variabilité exceptionnelle en termes de codage entre les différents établissements. Même s'il y a une équipe en centrale qui collecte l'information et qui essaie de la structurer, ça va beaucoup dépendre en fait de votre établissement en termes de structuration. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas simple. Si votre DIM effectivement vous dit moi je ne peux pas le faire, je ne sais pas le faire, c'est trop compliqué pour moi. Effectivement, il faut plutôt se concentrer sur l'unité et pas alléger évidemment les facteurs de risque, ça vous prendrait trop de temps. Là, vraiment, ce point 5, c'est vraiment pour vous dire, vous, les équipes d'hygiène, ne vous prenez pas la tête avec ça. Demandez au DIM. Le dîmes. DIM, Ok. il sait Mhm. faire. Et s'il ne sait pas faire, bon, bah, on passe en unit base. Il faut vraiment pas vous encombrer. On est vraiment conscient du fait que ça prend déjà du temps. Et c'est pour ça, vraiment, pour simplifier qu'on vous met ce point-là. Et l'autre chose, c'est quand il y a plusieurs CCAM codes. Je pense que je suis pas la seule, mais en urologie ou d'autres interventions, on a Mhm. souvent 2 codes CCAM pour la même intervention. Et alors on me dit oui, c'est celle qui est la plus critique. C'est la plus critique. Quelle est la plus critique en urologie? C'est un peu délicat. Moi, j'aimerais bien que ça soit vous qui tranchez et pas nous, pas infection, pas parce que ça dépend. Il y a des fois, du coup, ça a le titre aléatoire et je trouve ça dommage. Moi, je préférerais Mhm. que ça soit déjà déterminé dans la liste de CCAM.
Alors, celle qui est à privilégier ou celle qui est minoritaire par rapport aux infections qu'on recherche. Parce que du coup, là, ça fait 4-5 ans qu'on donne des résultats, mais c'est nous en interne qu'on fait par rapport au coût de la Sécu, donc celui qui coûte le plus cher. Alors, je pense que ça serait bien que ça soit vous, parce que comme ça permet à tout le monde de faire la même chose, parce Ah bon? que à l'hôpital, c'est pas forcément le même remboursement que par exemple à la clinique. ouais, bien Donc sûr. voilà, donc c'était ma petite note. Bah, D'accord. vous avez raison. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on discute. La difficulté, c'est que, en fait, ce qui va jouer beaucoup sur la priorisation d'un acte plutôt qu'un autre, c'est la clinique que nous, on n'a pas. En fait, il peut y avoir des situations cliniques qui sont très variables. Donc, on va avoir des cas où ça va être plutôt le code A qui va prédominer, entre guillemets, plutôt que le code B, et inversement, selon la situation du patient. C'est ça qui rend la chose assez compliquée. Il y a une chose aussi qu'on discute avec nos DIM, c'est le fait d'avoir, en fait, dans la codification qui est faite dans le PMSI, il y a aussi la possibilité de mettre en avant un code plutôt que les autres. C'est-à-dire un code central, entre guillemets, parmi l'ensemble des codes qui sont notés par le DIM. Mais effectivement, je suis d'accord, aujourd'hui, pour l'instant, on essaie de trouver une solution pour remédier à ça, mais on bloque un peu, on ne sait pas quelle est la meilleure pour l'instant. Mais en tout cas, je vous remercie de nous faire Et vos remonter ça. chirurgiens, ils disent quoi quand vous en discutez avec eux pour choisir justement le plus à risque, l'intervention la plus à risque? Là, les chirurgiens, ils font confiance à, ils te disent, bah, si vous devez choisir une, choisissez la. Alors, en digestif, c'est assez simple, mais après, pour tout ce qui est, par exemple, des fois, il va faire une célio plus une célio, alors, c'est un peu loin, mais par exemple, on va avoir une vésicule avec un autre organe, bah, on va choisir la vésicule, puisque la Hmm, vésicule, elle a plus de risques de s'infecter et autres. Mais c'est un peu nous qui choisissons, les médecins, et c'est pas eux qui vont choisir, hein. ouais. Eux, ils mettent tous les actes. Si vous vous demandez d'extraire des actes au PMSI, au Mhm. DIM, ils vont nous les sortir. Et après, c'est à nous de les choisir. Donc c'est pour ça qu'il faut que peut-être vous diminuez la liste, je sais pas, de ces CRM. Ou alors de faire des priorités pour Hmm, certaines catégories, certaines interventions. Et on va discuter avec les autres scientifiques. Oui, oui, parce que je sais que nous, on nous a demandé, d'habitude, c'est moi qui fais la démarche pour avoir les papiers, l'extraction, et là, c'est eux qui ont fait ma demande. Donc, ils sont en avance sur nous cette année. D'accord. Ouais. Ça. Bon, voilà, je m'excuse, je dois le laisser. Merci. Merci. Au revoir. merci, bonne journée. Bonne journée. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, il faut que le DIM extrait ces données avant que le médecin biologiste puisse prendre le relais. De préférence, oui, parce que ce sera plus simple pour le biologiste d'avoir une liste de codes d'IPP. C'est pour ça qu'en fait, dans la fiche, on suggère d'abord de demander au DIM d'avoir le socle de patients pour qu'ensuite, à partir des IPP, le biologiste puisse récupérer les échantillons. Parce que dans le sens inverse, en fait, il va avoir une quantité colossale en fait, de prélèvements qui sont réalisés. Pour diminuer Euh, le travail, ouais, c'est ça, justement. exactement. Donc, le plus simple, c'est d'abord de faire la liste des patients qui ont été opérés et ensuite, pour le biologiste, de regarder à partir des IPP qui a eu un prélèvement. Merci, c'est ça. De rien. Non, rien. N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Ça, comme vous l'a dit, des films sont toujours disponibles à l'adresse email.contact@php.national. Si vous avez des questions, qui vous reviennent plus tard, c'est pas envoyer un mail. Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon, hein. Euh, Effectivement, il y aura peut-être des questions par la suite, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. De toute façon, il est 15 heures. Bah, merci pour les questions et les réponses.